Bonjour et bienvenue. Après avoir exploré la représentation des cathédrales dans le romantisme puis l'impressionnisme, nous allons maintenant nous plonger dans l'esprit fin de siècle et voir comment cette époque a relu, à sa manière, l'architecture gothique. Déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si le néogothique avait le vent en poupe au temps d'Hugo dans les années 1830, à la fin du siècle, il est largement passé de mode. Huysmans, un des critiques de la modernité, ne tarit pas d'une verve vitriolée quand il évoque dans ses salons l'église de la Trinité à Paris, nouvellement construite. Le scepticisme et la corruption raffinée des temps modernes ont construit la Trinité, cette église fumoir, ce prie-dieu sofa, ce boudoir coquet où les dames de Monsieur de Rose flirtent à genoux et aspirent à des lunchs mystiques. Paradoxalement, si Huysmans exècre le néogothique, vers la fin de sa vie et après une conversion au catholicisme, il écrit La cathédrale, une déclaration d'amour et de foi à l'art des tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Pour lui, ces monuments incarnent le plus haut degré de l'art chrétien. Si Huysmans emploie à la fin de sa vie sa prose pour promouvoir la foi chrétienne, c'est parce que celle-ci est mal en point. En effet, la séparation entre l'Église et l'État est effective en 1905 et le recul des instances religieuses dans la société ne cesse de grandir depuis la Révolution. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est le changement qui a lieu entre la cathédrale hugolienne et la cathédrale telle que l'aperçoit Huysmans. Hugo fait de la cathédrale un livre de pierre. En tant qu'écrivain et poète, il tente de promouvoir son art et a donc tendance à faire de ce monument un archétype littéraire. Huysmans, en tant qu'écrivain et esthète, promeut dans ses écrits les qualités artistiques des cathédrales. C'est à travers leur art que ces édifices parlent encore aux foules. Qui plus est, si ce monument était présenté dans toute sa monumentalité dans les textes romantiques, les textes symboliques et décadents l'amorcellent. Huysmans, dans son roman, dresse de longues descriptions de morceaux choisis de la cathédrale de Chartres. Maintenant que nous avons rapidement exploré comment cet édifice était perçu par les penseurs, penchons-nous sur la relecture qu'en ont faite les artistes. Nous allons particulièrement nous attarder sur une toile d'Odilon Redon et sur une œuvre de Kupka. Redon étant l'aîné de Kupka, nous allons commencer par lui. Il est considéré par ses contemporains comme étant le père du symbolisme, même si lui-même n'a jamais prêté allégeance à aucune école. C'était un homme discret qui aimait explorer dans ses toiles les fantasmagories de son esprit. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Redon et le symbolisme, j'ai déjà fait des vidéos sur ces deux sujets, dont je vous mets les liens en description. Pour en revenir aux œuvres, Redon a exploré à de maintes reprises l'esthétique des cathédrales. Nous allons nous intéresser ici plus particulièrement à la représentation qu'il a fait de ses vitraux. Le vitrail est un élément esthétique important de ces édifices qui joue un rôle majeur dans la perception qu'en ont les penseurs et artistes. Paul Claudel, dans l'œil écoute, décrit ainsi les immenses verrières qui parent les cathédrales. Il s'agit d'un mouvement immobile. Toutes ces miettes colorées, jaunes, bleues, rouges, verts, ne s'arrêtent à aucune forme. Tout bouge et l'œil ébloui ne trouve aucune macule assez large pour s'y reposer. Les jeux de lumière animent donc la cathédrale dans une époque où le cinématographe fait ses premiers pas. Autrement dit, dans une société dans laquelle naît la culture visuelle de masse et un engouement sans précédent pour les images animées. Autre point, les vitraux ont une puissance colorée particulière. En effet, ils sont de la couleur lumineuse. Couleur et intensité de ton impossible à rendre par la peinture qui est une pâte opaque. D'où l'intérêt que vont développer les artistes à leur encontre. D'autres ont horreur de tout ce qui est couleur de poussière, de crasse, de moisie ou de fumée. Ils n'aiment pas le chuchotement, mais le plein chant des voix sonores, les couleurs jeunes et fraîches. Chez eux, un besoin de se baigner dans la lumière et de ne faire qu'un avec le soleil. Mais que faire pour obtenir intensité et éclat? Nous établir peintres de vitraux. Pour en revenir à Redon, il a peint toute une série d'œuvres ayant pour titre Vitrail. Mais nous allons nous intéresser particulièrement à une toile, Vitrail ou Allégorie, peinte en 1907. Ce que l'on peut immédiatement constater, si l'on compare cette toile avec celle de Monet, c'est que la cathédrale n'est visible nulle part de manière explicite. La peinture a pour sujet non pas l'architecture de la cathédrale dans son entier, mais un détail de cette dernière, un vitrail. Autre point, l'artiste a tellement transformé son sujet que seuls les arcs du haut de la toile ainsi qu'une partie du titre nous permettent d'affirmer en tant que regardeur qu'il s'agit bien d'un vitrail.
Le saint et l'ange présents au premier plan de part et d'autre de la toile peuvent quant à eux autant renvoyer aux sculptures qu'aux vitraux. Nous voyons donc que Redon se détache plus de la représentation du réel dans ses toiles que Monet, car si Monet dans ses œuvres modifie la texture et les couleurs de la cathédrale tout en gardant sa forme générale, Redon, lui, en fait un lieu germinatif où des puissances vitales s'expriment. Redon n'est pas le premier à signifier de la végétation à l'intérieur des verrières. En effet, l'arbre de Jessé est un motif déjà représenté en vitrail. Mais la particularité du peintre est qu'il traite le motif végétal à l'aune des découvertes scientifiques de son temps et de son imagination foisonnante. Il n'est plus question ici de donner à voir un arbre, mais des spores, des fleurs et d'autres éléments difficilement identifiables qui semblent flotter à la surface de l'œuvre. Ce sont les témoins artistiques des dernières avancées de la botanique que tout un chacun pouvait voir dans les ouvrages de vulgarisation scientifique alors très en vogue. D'ailleurs, le flottement des choses n'est pas sans suggérer au spectateur une sensation de mouvement. Redon anime le vitrail alors que traditionnellement, il représente des figures statiques. Nous voyons donc bien que si Monet est un héritier lointain de la peinture romantique, Redon, lui, nous propose une représentation symboliste. Son œuvre ne cherche pas à traduire le réel, mais est une restitution de ses fantasmagories. Laissons maintenant les œuvres figuratives et attardons-nous sur la cathédrale de Kupka, peinte en 1912. Nous avons quitté le symbolisme pour nous plonger dans les débuts de l'abstraction. Kupka est le premier artiste à avoir exposé une toile abstraite au public lors du Salon d'automne de 1912, avant Kandinsky et Mondrian. Je ne vais pas m'attarder sur le contexte qui a provoqué le passage à l'abstraction de certains artistes. Je prévois de vous faire une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Nous allons ici nous concentrer sur l'œuvre de Kupka et tenter de comprendre en quoi elle se place, à sa manière, dans la lignée des autres représentations de cathédrales. C'est une œuvre frontale, tout comme les peintures de Monet. Seulement si Monet dotait encore ses cathédrales de quelques reliefs, ce n'est plus le cas de Kupka, qui lui nous donne à voir une représentation entièrement plate. La planéité est l'une des caractéristiques de l'art abstrait. L'espace des représentations se déploie dans les deux dimensions de la toile, sans aucune volonté de mise en perspective. Cela dit, nous ne voyons pas pour autant en quoi cette succession de lignes verticales représenterait une cathédrale. C'est tout simplement parce que Kupka, tout comme Redon, n'a pas cherché à montrer l'édifice dans son entier, mais s'est attaché à signifier les vitraux. Cela nous est indiqué par les couleurs dominantes de la toile, le rouge et le bleu, qui ne sont pas sans rappeler les vitraux bleus de Notre-Dame de Chartres que Kupka connaissait très bien. Vous pouvez d'ailleurs voir sur ce dessin d'une des élèves du peintre un croquis représentant le maître en train d'observer de près, sur un échafaudage, les 10 vitraux. Ce rapprochement entre cette œuvre de Kupka et les vitraux fait encore plus de sens si l'on s'imagine un instant, nous-mêmes, en train de regarder les verrières d'une cathédrale. Ces dernières sont tellement loin de nous qu'il y a de grandes chances que nous soyons incapables de voir exactement les figures qu'elles contiennent. Vraisemblablement, nous ne verrions que des masses colorées. Un autre aspect remarquable de cette œuvre est son mouvement vers le haut. Il est suggéré par la succession des lignes verticales, mais aussi par les diagonales qui la rythment. Ce quadrillage linéaire fait écho à la nature même des cathédrales qui ont été construites dans un désir d'élévation toujours plus grand. Ainsi, Kupka dans cette œuvre condense et résume la figure de la cathédrale à deux composantes qui la caractérisent dans son esprit, ses vitraux et sa verticalité. Maintenant que nous avons largement exploré les représentations des cathédrales tout au long du XIXe siècle, il apparaît clairement que cette figure a la spécificité d'avoir marqué, voire hanté son imaginaire. Elle a aussi la particularité d'être relue dans différents courants, du romantisme à l'abstraction, dans des représentations qui mettent en scène les problématiques artistiques de chacun. Turner représente un site romantique, Monet atmosphérise la cathédrale, tandis que Redon désagrège cet édifice et le nimbe de mystère. Et Kupka, enfin, en fait une figure d'avant-garde artistique. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 vidéos sur le thème des cathédrales vous ont plu et vous ont permis de comprendre les enjeux artistiques et artisanaux qui se sont joués dans les différentes relectures de ce monument. Prenez soin de vous et à bientôt!